Bonjour, bienvenue sur le plateau d'À votre avis maître. Au sommaire ce mois-ci, nous allons vous parler du sujet difficile de la lutte contre les victimes de violences au sein des couples, et plus particulièrement d'un dispositif familial de protection qui existe depuis 2010 et qui permet d'obtenir ce qu'on appelle une ordonnance de protection. Les violences conjugales sont un véritable fléau. Elles concernent principalement les femmes, même si les hommes, bien sûr, dans la loi sont également protégés et qu'exceptionnellement, nous avons des décisions les protégeant également. Et qui dit violence à la fois physique, mais aussi verbale, économique, sexuelle, etc. La plupart du temps, il faut savoir que ces violences existent dans un rapport de force, de domination, la plupart du temps homme-femme. La base, c'est une idéologie sexiste ancienne selon laquelle les femmes ont certaines caractéristiques d'être fragiles, sensibles, aimantes, etc. Et que les hommes, de l'autre côté, seraient forts, courageux, rationnels. Poussé à l'extrême, ce raisonnement peut conduire, avec certaines déviances, bien sûr, à ces actes de violence extrême. Alors, il faut savoir que c'est un fléau, comme je le disais, parce qu'en France, une femme meurt sous les coups de son conjoint tous les 3 jours, tous les 2,5 jours selon les statistiques. Et notre département est particulièrement impacté, puisque nous avons eu, par exemple, en 2013, 7 décès de femmes et 13 décès d'enfants dans ces circonstances. Il faut donc, réveiller les consciences, il faut le savoir, et il faut aussi que tous, nous nous mobilisions, chacun selon ses possibilités. C'est la raison pour laquelle j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir un de mes confrères du barreau de Nice, à savoir Olivier Giraudot, qui intervient habituellement en matière de droit de la famille et qui s'est engagé activement dans ce combat de défense des victimes de violences. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ma toute première question, c'est... Je l'ai dit tout à l'heure, cette ordonnance de protection du juge aux affaires familiales s'est intervenue en 2010. Est-ce à dire qu'il fallait mieux protéger les victimes de violences, qu'elles étaient moins bien protégées antérieurement, et de quelle manière les a-t-on mieux protégées depuis cette date ? Alors déjà, Marie-Pierre, je vous remercie de m'avoir invité à cette émission dans un sujet, on va dire, qui est très sensible pour moi, puisque j'ai effectivement un engagement personnel depuis de nombreuses années aux côtés des victimes de violences conjugales, et ce n'est pas toujours simple pour l'avocat que je suis de les assister utilement. Effectivement, il faut savoir qu'il y a eu une évolution de la législation, puisque avant la loi du 9 juillet 2010, il existait déjà une procédure qui était ce qu'on appelait avant le référé violence, pour saisir le juge aux affaires familiales. Seulement le problème, c'est que ce référé violence n'était destiné qu'aux femmes mariées, c'est-à-dire que la femme qui vivait en concubinage ou qui vivait dans une situation maritale classique, puis ensuite avec la promulgation du PACS, dans la situation donc, du PACS, ne pouvait prétendre à être protégée alors qu'elle était victime de violences conjugales, en tout cas par le biais de la procédure civile. Suite à cette loi du 9 juillet 2010, eh bien, le législateur a permis aujourd'hui une égalité, et d'ailleurs ça s'inscrit vraiment dans le principe d'égalité homme-femme, à savoir qu'aujourd'hui, toute femme, enfin tout conjoint pour être exact, et j'y reviendrai, tout conjoint peut aujourd'hui saisir le juge aux affaires familiales pour voir rendre une ordonnance de protection lorsqu'il est victime de violences conjugales, qu'il soit marié, qu'il soit pacsé ou qu'il soit concubin, voire même ancien concubin, et que les violences continuent à s'exercer alors que le couple ne vit plus ensemble. Alors il faut savoir aussi que la particularité, c'est que dans le texte, il n'est pas inscrit que c'est la femme victime de violence, mais que c'est bien le conjoint, donc dans l'absolu, même si ça représente peut-être 1% des ordonnances de protection rendues, il est tout de même possible, avec l'évolution de notre société par exemple, pour les couples homosexuels lorsqu'il y a des violences assez récurrentes, et j'ai déjà eu à solliciter une ordonnance de protection dans ce cadre, il est tout à fait possible que le magistrat rende une ordonnance de protection. Il est même possible, mais là c'est souvent un peu plus improbable, qu'il y ait une ordonnance de protection, on va dire dans le sens inverse, à savoir l'homme victime de violence de la part de la femme, mais ça c'est quand même assez sporadique et il faut encore que ça puisse... Ça existe. Et quand ça se passe, les victimes n'osent pas forcément en parler, parce que justement la société n'est pas habituée à traiter ce genre de cas. Mais avant tout, le législateur a voulu protéger la femme victime de violences conjugales pour rétablir une égalité effectivement homme-femme et pour pouvoir mettre en place... statistiques terribles. Exactement, mettre en place un dispositif pour faire baisser justement ces chiffres. D'accord.
Est-ce que c'est les victimes directes des violences qui sont protégées ou les enfants qui assistent à celles-ci? Parce qu'on a vu que les enfants pouvaient être aussi victimes directement des violences. Il y en a un certain nombre qui sont tués et c'est insupportable, c'est innommable, comme leur mère d'ailleurs, hein, bien sûr. Mais souvent aussi, ils assistent à ces violences impuissants exercées régulièrement sur leur maman, ou même des actes d'humiliation ou de violence qui ne sont pas forcément dirigés contre leur maman, mais des verres qu'on jette contre les murs, des choses comme ça. Alors, vous l'avez rappelé tout à l'heure, les violences peuvent être de tout ordre. Ça peut être des violences physiques, mais également psychologiques, financières, séquestration, humiliation, isolement social. Et forcément, ce type de violence, quel qu'il soit, touche nécessairement les enfants qui vivent dans la cellule familiale. Alors, le législateur a prévu justement dans ce système d'ordonnance de protection de préserver effectivement le conjoint victime de violence, mais également les enfants lorsqu'ils se trouvent exposés à une situation de danger, et le danger va de soi dès lors qu'il y a un climat de violence au sein de la cellule familiale. Alors vous parlez du danger comme condition de ce dispositif. Quelles sont les conditions cumulatives pour pouvoir saisir le JAF dans le cadre de cette procédure précise dont on parle aujourd'hui? Alors, pour saisir le JAF d'une ordonnance de protection... Le JAF, c'est le juge aux affaires familiales, pardon, bien sûr. Effectivement, dans notre jargon. Le JAF ne peut être saisi que s'il y a deux conditions cumulatives qui sont réunies. Il ne suffit pas qu'il y ait des violences. Il faut effectivement qu'il y ait une vraisemblance des violences. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, vraisemblance ? Dans l'absolu, ça veut dire que le juge aux affaires familiales n'a pas à vérifier la réalité des violences puisqu'il n'est pas le juge pénal. C'est-à-dire que la victime va aller porter plainte, c'est le juge pénal ensuite qui décidera s'il y a ou non culpabilité de l'auteur des violences présumées. Lui, il doit vérifier, le juge aux affaires familiales, s'il y a bien une vraisemblance des violences. Pour cela, il faut quand même réunir un certain nombre de preuves, à savoir au minimum un dépôt de plainte et un certificat médical qui vient corroborer cette plainte, même si ce n'est pas toujours le cas, et même si le législateur est venu, dans sa loi du 4 août 2014, qui a à nouveau complété ce dispositif d'ordonnance de protection en l'améliorant encore, est venu dire qu'on pouvait même faire une ordonnance de protection en l'absence de dépôt de plainte. Là, je suis un petit peu plus réservé, c'est le praticien qui parle, à savoir qu'il faut dans ce cas-là avoir bon nombre d'éléments comme des attestations ou des mains courantes qui viennent corroborer les dires de la victime. Ça, c'est pour la vraisemblance des violences. La deuxième condition, c'est ce qu'on appelle l'urgence. L'urgence qui se caractérise par un danger actuel au moment où le juge est saisi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas saisir le juge avec une plainte qui date de plusieurs mois en arrière et en l'absence de réitération des faits, ou alors que le couple est déjà séparé et que l'auteur des violences n'a plus fait parler de lui, parce que là, le juge aux affaires familiales, mais je crois qu'on y reviendra, ne rendra peut-être pas d'ordonnance de protection et pourra débouter la victime de sa demande. Oui, effectivement, ça arrive. Les pouvoirs du juge aux affaires familiales sont assez nombreux. Ils sont très spécifiques dans la mesure où on sort vraiment du cadre familial dans cette procédure et le juge commence à revêtir une casquette plutôt pénale. Tout le monde sait qu'en matière de violence, on peut saisir le juge pénal. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. On connaît moins cette procédure dont on parle là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il peut faire? Alors, prenons par exemple l'exemple le plus typique, c'est l'interdiction à la personne violente d'entrer en rapport avec sa victime, ce qui relève d'habitude du juge pénal. Est-ce que le juge aux affaires familiales, qui peut le faire depuis cette loi-là, le fait volontiers? Parce qu'il n'est pas très habitué. C'est, on va dire, l'essence même de l'esprit du texte. Et c'est la première mesure que systématiquement le juge aux affaires familiales ordonne s'il fait droit à la demande d'ordonnance de protection. C'est-à-dire qu'il peut interdire à l'auteur d'entrer en contact de quelque manière que ce soit avec la victime. Ça veut dire pas seulement un contact direct, ça peut vouloir dire un contact par SMS, un contact par message téléphonique, un contact par voie postale, un contact par réseau Facebook et tous les réseaux sociaux qui existent aujourd'hui, ou alors des visites au domicile ou l'attente sur le parking lorsqu'elle sera à son travail ou à l'école des enfants, ce qui est monnaie commune dans ce type de dossier. L'interdiction de détenir une arme. Là encore, on est vraiment dans le domaine pénal. Alors là, effectivement, on empiète sur les pouvoirs du juge pénal. Ceci étant dit, c'est une mesure qui est ordonnée de manière très sporadique. Il faut encore, à mon sens, que la victime rapporte la preuve de la détention d'armes, premièrement par l'auteur. Deuxièmement, que le parquet qui est saisi de la plainte pour violence conjugale de madame n'ait pas ordonné, par exemple, une confiscation, une mise sous scellé de l'arme, parce que dans ce cas-là, cette demande n'a plus lieu d'être devant le JAF.
sauf à considérer que la détention d'une arme en général, si la personne s'en procure une autre après la confiscation. Oui. Éventuellement. Oui. Bon, Mais c'est une mesure qui est moins souvent ordonnée, on va dire, que les mesures classiques. Voilà, dans des qui sont dossiers où prévues dans on sait qu'il y a un problème d'armes, voilà, et donc on craint vraiment pour la sécurité. Sur à peu près une vingtaine d'ordonnances de protection, pour donner un exemple, oui. Ça a été ordonné 2 fois, mais parce que la victime avait rapporté la preuve que monsieur menaçait avec son arme par des photographies envoyées sur Facebook, etc. Enfin, quelque chose de vraiment établi de manière concrète, puisque une nouvelle fois, on revient sur la vraisemblance des propos de la victime quant aux violences, et l'utilisation d'une arme fait partie de cette vraisemblance des violences. Alors, l'octroi du logement par le juge aux affaires familiales à la personne qui est victime des violences, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, je vais dire que l'octroi du logement, enfin en tout cas l'attribution de la jouissance du logement dans le cadre de cette ordonnance est, à mon avis, la mesure phare pour savoir si oui ou non il faut saisir le juge de cette demande d'ordonnance de protection. Pourquoi ? L'avantage, c'est que le juge, s'il estime que la vraisemblance des violences est établie, s'il estime qu'il y a bien un danger actuel, va ordonner ce qu'on appelle l'éviction du conjoint violent du domicile conjugal dans les cas des personnes mariées et familiales, puisque ça ne porte pas le même nom, mais ça revient au même pour les concubins ou les pacsés, avec le concours de la force publique. Ça veut dire que dès que l'ordonnance est rendue, on la fait signifier par huissier de justice, il n'y a même pas de délai qui court, c'est-à-dire qu'il y a une éviction immédiate. On met à l'index l'auteur de violence et ça évite une nouvelle fois, alors que fut un temps c'était souvent le cas, à la victime de violence de devoir quitter, elle, le domicile et de devoir pourvoir à son relogement dans des conditions souvent spartiates. Précisons quand même qu'il y a des cas où c'est plus intéressant pour la victime de s'en aller elle-même pour que l'auteur des violences ne sache pas où elle se réfugie. Alors là-dessus, justement, le législateur, dans sa loi justement du 4 août 2014, est venu préciser une mention importante, à savoir que même si la victime de violence s'est enfuie et grâce aux services sociaux ou associatifs dans un hébergement d'urgence, pour autant, elle peut quand même prétendre à l'éviction du conjoint violent et à réintégrer le domicile, alors que fut un temps, comme ce n'était pas inscrit dans les dispositions législatives, et bien évidemment, bon nombre d'avocats s'engouffraient dans la brèche pour dire aux magistrats qu'il n'y avait plus de nécessité de statuer sur cette question puisque madame était partie. Très bien. S'agissant des enfants, on en a parlé tout à l'heure, quelles sont les dispositions que peut prendre le JAF dans ce type de dossier ? L'ordonnance de protection, elle n'est pas destinée au départ à faire réglementer les droits sur les enfants. Ce n'est pas l'essence même de l'ordonnance, mais effectivement, il est prévu dans les dispositions, je crois, de l'article 515-11 qui fixe les pouvoirs du juge, que comme il statue sur le logement, forcément, il va statuer aussi sur les droits sur les enfants. Généralement, lorsqu'il y a des violences et que les enfants sont exposés à la situation de violence, forcément, vous l'avez rappelé en introduction, il y a des conséquences sur ces enfants, notamment au niveau psychologique, à condition qu'ils ne soient pas eux-mêmes victimes de violences physiques. Donc généralement, le magistrat intervient pour réglementer les droits du parent violent sur les enfants. Donc le plus souvent, la résidence des enfants est fixée au domicile du parent non violent. Généralement, alors c'est pas systématique, mais les magistrats vont de plus en plus dans le sens d'un exercice exclusif de l'autorité parentale par la mère qui était victime de violences conjugales, parce que forcément il y a impossibilité de communication, enfin en tout cas dans l'immédiat, entre les deux parents. Et le plus souvent, mais ce n'est pas systématique également, il fixe un droit de visite en lieu neutre pour préserver la sécurité des enfants et surtout préserver la sécurité des parents au moment de la remise des enfants. Voilà, un lieu neutre, c'est un espace rencontre, agréé par un organisme agréé, où le parent en question, violent, vient rencontrer l'enfant, et comme ça, on évite la remise de l'enfant directe entre les deux parents. En sachant que si le père a des capacités éducatives établies, si les violences ne sont pas d'une gravité telle... Et surtout si elles ne sont pas exercées directement sur les enfants. Il peut très bien fixer un droit de visite simple à la journée ou un droit de visite et d'hébergement si monsieur a des conditions de relogement et prévoir par exemple uniquement la remise des enfants dans ce lieu neutre, mais sans pour autant maintenir le dispositif du lieu neutre stricto sensu qui implique que le père rencontre les enfants avec une psychologue, avec des partenaires et qu'il n'ait pas la possibilité de sortir et de vaquer à ses occupations avec ses enfants. Surtout que ça réduit considérablement le droit de visite parce que ces organismes en question n'ont pas forcément la disponibilité d'organiser des visites très longues. Quel est l'intérêt particulier de cette loi au regard des femmes étrangères ?
Alors ça, c'est une question très intéressante parce que l'objectif de cette loi, c'était une nouvelle fois de préserver la victime de violence qui, comme je l'ai dit, se trouve souvent dans une situation d'isolement social et économique parce que généralement l'auteur la coupe, on va dire, de ses relations et de ipso facto, ça va avec, il l'empêche souvent de régulariser sa situation administrative en retenant son passeport, en l'empêchant de se rendre à la préfecture ou en ne se rendant pas avec elle à la préfecture pour régulariser sa situation malgré une célébration de mariage ou une vie commune établie. Donc l'intérêt de cette ordonnance de protection, c'est surtout d'obtenir théoriquement un renouvellement automatique du titre de séjour lorsque la victime de violence a déjà son récépissé, soit un titre de séjour. Ça peut même permettre d'obtenir la délivrance d'une carte de résident de 10 ans si l'auteur des violences a été définitivement condamné pour les violences subies. Ceci étant dit, il faut se montrer quand même assez précautionneux sur cette question parce qu'il ne faut pas non plus venir galvauder l'esprit du texte. L'esprit du texte, ce n'est pas de permettre à une victime de violence de systématiquement régulariser sa situation administrative et donc ce n'est pas le sésame que d'aller faire une ordonnance de protection pour ensuite saisir la préfecture d'une demande de délivrance de titre. Il faut déjà que l'ordonnance de protection soit justifiée dans un dossier et pas dans le sens inverse. Alors justement, vous disiez tout à l'heure que on obtient un certain débouté de ces demandes par les juges. À quoi veille-t-il? Là, vous l'avez dit dans le cadre des femmes étrangères, mais pour les autres personnes? Alors, mon propos, soyons bien clairs, pour assister souvent des victimes de violences conjugales, n'est pas de dire que bon nombre de personnes viennent quelque part contourner ou pervertir l'esprit du texte pour obtenir, en prétendant qu'il y a des violences mensongères, pour venir obtenir un titre de séjour. Ce n'est pas du tout le propos. Mais effectivement, vous avez raison de le dire, le magistrat, lorsqu'il va examiner la demande d'ordonnance de protection, va vérifier une nouvelle fois qu'il y ait bien une vraisemblance des violences, donc il va vérifier qu'il y a bien les éléments de preuve dans le dossier. Il ne suffit pas d'arriver et de dire « je suis victime de violence », il faut encore démontrer la vraisemblance de ces violences. Et souvent, la frontière est très mince entre la vraisemblance et la réalité, hein, il faut être clair. Moi, je dois dire que quand je reçois les victimes de violence, je leur demande un certain nombre de pièces, ça les fait parfois pas lire, mais je ne vais pas comme ça saisir le magistrat d'une demande d'ordonnance de protection alors que je n'ai quasiment rien dans le dossier. Parce qu'on sait que les déboutés existent. Hein. Alors voilà, le débouté existe et le débouté peut avoir des conséquences lourdes pour la suite de la procédure. C'est-à-dire que si on fait une demande un petit peu légère de délivrance d'ordonnance de protection, derrière, avec un débouté, ça jouera nécessairement dans l'esprit du magistrat et dans l'esprit des parties sur le déroulement de la procédure de divorce ou le déroulement de la procédure pour obtenir des droits sur les enfants dans le cadre d'un couple non marié. Il faut aussi ajouter que le magistrat veille à ce qu'il n'y ait pas un détournement de la procédure, par exemple de la part de concubins qui pourraient obtenir l'éviction de l'autre personne du domicile parce que les concubins ne sont pas protégés au niveau du logement comme le sont les personnes mariées. Alors c'est vrai. Donc c'est là vrai aussi, c'est vrai que le magistrat veille à cela. L'avocat que je suis, tout comme l'ensemble de mes confrères qui interviennent, je pense, veille à cela aussi. Hein. L'objectif, c'est pas non plus de faire des ordonnances de protection à tout va pour des motifs fallacieux, pour contourner la lettre du texte. C'est vrai aussi que le magistrat, dans ses pouvoirs, peut attribuer la jouissance du domicile conjugal ou familial, même si c'est un bien propre de l'auteur de violences, et même si le bail est au seul nom de l'auteur des violences. Donc ça, effectivement... Et qu'il n'est pas marié. Et qu'il n'est pas marié. Ce qu'il faudrait peut-être, c'est faire évoluer la loi pour les concubins et mieux les protéger au niveau du logement, ce qui éviterait des contournements. Ça rentrerait une nouvelle fois dans le principe d'égalité homme-femme. Effectivement, je vous rejoins. Quelle est la durée de validité de ces ordonnances de protection quand elles ont été rendues favorablement? Alors, jusqu'à la loi du 4 août 2014 qui est venue parfaire donc, ce dispositif, elle était de 4 mois. Aujourd'hui, l'ordonnance de protection a une effectivité de 6 mois à compter de son prononcé par le juge. Elle peut être renouvelée une fois. Alors, on ne parle pas vraiment de renouvellement, mais de prolongation, c'est-à-dire qu'avant l'expiration du délai de 6 mois de la première ordonnance, s'il y a une nouvelle fois un danger actuel au moment de la nouvelle saisine, parce qu'il ne suffit pas de dire j'ai été victime de violence il y a 6 mois, donc je ressaisis pour avoir une nouvelle fois une ordonnance qui produit des effets pendant 6 mois, il faut qu'il y ait vraiment, à mon sens, soit une réitération des violences, soit une réitération des menaces ou des comportements vraiment humiliants avec des textos, un harcèlement, enfin quelque chose d'établi, pour demander à ce moment-là au magistrat de rendre une nouvelle ordonnance de protection qui produira à nouveau des effets pendant 6 mois. À l'issue des 6 mois de validité de l'ordonnance de protection, il faut savoir que si la femme victime de violence a déposé une requête en divorce, une requête en séparation de corps, ça lui permet une prolongation de droit des effets de cette ordonnance jusqu'à
à la nouvelle décision qui sera rendue, qui sera une ordonnance de non-conciliation, voire même parfois jusqu'à la fin de la procédure de divorce ou de séparation de corps. Le législateur, dans sa loi du 4 août 2014, est venu parfaire une inégalité que moi je trouvais quand même scandaleuse, c'est que la personne qui n'était pas mariée ou qui était pacsée, avant cette loi, ne pouvait pas prétendre à une prolongation des effets de l'ordonnance, même si elle saisissait le JAF pour faire fixer les droits sur les enfants communs du couple. Aujourd'hui, c'est le cas. Ça a été gommé grâce grâce à cette loi de 2014. Et ça signifie qu'aujourd'hui, toute femme, qu'elle soit mariée ou non, dès lors qu'elle a une ordonnance de protection et qu'elle saisit le juge au fond, comme on dit dans notre jargon, pour faire fixer les droits classiques sur les enfants, eh bien, ça permettra un maintien des effets de l'ordonnance de protection. Qui dit procédure urgente dit délai de fixation urgent. Est-ce que la justice suit dans l'audiencement? Quelle est la date dans laquelle, à partir du moment où on dépose, où on assigne, où on dépose la requête, on peut avoir une date d'audience et de date de délibéré aussi? Alors, moi j'aurais tendance à vous dire que la Chambre de la famille niçoise a considérablement évolué dans le bon sens dans la pratique, à savoir qu'aujourd'hui, lorsque vous déposez une demande d'ordonnance de protection, je parle par le biais d'un avocat et que c'est une assignation, alors ça aussi c'est du jargon juridique, mais une assignation à la forme des référés, ce qui veut dire une assignation basée sur l'urgence, et bien dans ce cas-là, on reçoit une date d'audience, je dois bien le dire, sous 24 à 48 heures par le greffe, puisque le magistrat président de la Chambre a mis en place un numéro de fax dédié, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Suite à cette date d'audience qui est donc délivrée, eh bien, l'audience est fixée, on va dire, dans un délai d'à peu près 8 jours. Et une fois l'audience tenue, une fois l'ordonnance rendue, on peut dire que l'ordonnance est rendue dans un délai alors qui varie selon, on va dire, l'encombrement des cabinets. On a une grande célérité sur Nice et je dois dire que c'est environ dans les 48-72 heures. Dans cette procédure, l'accès de la victime au JAF peut être direct. Pourquoi est-ce qu'on le déconseille? Pourquoi est-ce qu'il faut absolument être assisté? Alors, c'est pas totalement qu'on le déconseille, puisque là, une nouvelle fois, la Chambre de la famille a voulu vraiment cadrer avec le texte, et le président a mis en place un polycopier qui peut être distribué à l'accueil du greffe unique du tribunal, ou même à l'accueil du JAF, avec une notice explicative de tous les partenaires qui peuvent aider la victime, partenaires sociaux, partenaires associatifs, et à côté de cela, un formulaire type de requête. Le problème, c'est que je ne prêche pas pour notre paroisse, mais il vaut mieux, à mon sens, être assisté d'un praticien du droit et en l'occurrence d'un avocat, parce que premièrement, il faut savoir que la victime quitte son domicile souvent en urgence ou essaie de faire les démarches alors qu'elle est souvent surveillée, épiée par l'époux, le conjoint violent, qu'elle se retrouve souvent sans bon nombre de pièces dont on a besoin, qu'elle se retrouve encore sous ce qu'on appelle le phénomène d'emprise par rapport à l'auteur, qui est quand même l'homme qu'elle aime ou qu'elle a aimé, donc elle est encore dans une certaine forme d'ambivalence qu'on ne peut pas juger et qu'on peut comprendre, et donc à partir de là, le praticien l'aidera. Et puis, ça permet également, à mon sens, de rédiger une assignation en bonne et due forme, et donc d'obtenir une date beaucoup plus rapide que par une simple requête qui est déposée par le justiciable auprès du greffe. Et la dernière chose, c'est qu'à mon avis, l'avocat doit apprécier l'opportunité de faire ou non une demande d'ordonnance de protection. Ça, j'insiste là-dessus parce qu'aujourd'hui, depuis la promulgation du texte, on a trop tendance aussi à dire un petit peu aux victimes de violences conjugales systématiquement, lorsqu'elles vont voir les travailleurs sociaux, etc. Il y a eu des formations qui ont été faites pour parfaire tout cela, mais de dire vous allez obtenir une ordonnance de protection. Nous, sur le terrain, on sait que ça n'est pas simple, on sait que ça n'est pas systématique. Il y a parfois d'autres procédures vers lesquelles on peut s'orienter et l'ordonnance de protection n'est pas non plus le sésame systématique pour préserver la victime de violences conjugales. Le parquet, le procureur de la République, qui s'intéresse à ces faits, intervient bien sûr dans ces procédures. De quelle manière ? Alors, c'est justement tout l'intérêt de ce que je disais au niveau de l'opportunité de saisir ou non le JAF en ordonnance de protection, parce qu'aujourd'hui, on a également un parquet à Nice qui est dans une démarche de tolérance zéro vis-à-vis des auteurs de violences conjugales. C'est dit et répété en audience pénale et je trouve ça franchement salutaire, c'est une bonne évolution. Et on a souvent un parquet qui met en place un dispositif très coercitif à compter du dépôt de la plainte par la victime de violences conjugales, ce qui signifie que
Généralement, dans les 10-15 jours, monsieur est soit placé en garde à vue, soit convoqué au commissariat. Suite à son audition, confrontation, toutes les mesures dont il y a besoin dans le cadre de l'enquête de police ou de gendarmerie, eh bien, le parquet, généralement, prend une décision. Souvent, on fait délivrer à l'auteur de violences une convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel si les violences sont avérées suffisamment graves dans un délai d'à peu près 2 mois. Et pendant ces 2 mois, le parquet, s'il estime que c'est suffisamment nécessaire, peut mettre en place ce qu'on appelle un contrôle judiciaire avec des obligations strictes pour l'auteur de violences, et notamment l'interdiction d'approcher la victime, voire même les enfants s'ils sont en danger, et l'éviction du domicile. Si ces 2 mesures sont ordonnées dans le cadre d'un contrôle judiciaire, il n'est pas systématique que l'ordonnance de protection doive être rendue par un JAF, parce que ça fait un petit peu double emploi. Ceci étant dit, le praticien doit également apprécier un petit peu l'opportunité d'une ordonnance de protection, même s'il y a un contrôle judiciaire, parce que l'ordonnance de protection produit ses effets pendant 6 mois, alors que le contrôle judiciaire c'est 2-3 mois, et qu'une fois la décision pénale rendue, généralement dans le cadre des obligations qui sont inscrites dans ce qu'on appelle le sursis mise à l'épreuve, qui est rendu avec une décision pénale de culpabilité, eh bien, il n'y a pas généralement ou très rarement l'interdiction d'approcher la victime, surtout s'il y a des enfants en commun et qui sont bien obligés de communiquer pour l'intérêt des enfants. Et puis, il n'y a surtout plus d'éviction du domicile. Donc, il est quand même utile, à mon sens, d'avoir une ordonnance de protection dans des cas bien précis de violences avérées et répétées. C'est très clair. Pour conclure, en un mot, qu'est-ce que vous diriez aux victimes éventuelles qui nous regardent, ou en tout cas à leurs proches, à leurs voisins, à leur entourage, qui se doutent de quelque chose de grave qui se passe et qu'on n'arrive pas à exprimer ? Alors, je dirais que la démarche d'aller voir l'avocat n'est pas forcément, voire quasiment jamais, la première démarche de la victime de violences conjugales, parce qu'il est souvent difficile de parler. Il y a un sentiment de honte qui peut nous paraître complètement injustifié, mais qui est souvent là dans les dossiers. Il y a, comme je vous l'ai dit, une certaine dichotomie entre je l'aime encore et en même temps je veux me sortir de cette spirale des violences. Donc moi, ce que je conseillerais, c'est déjà, premièrement, et ça c'est un réflexe qu'il faut que ces personnes aient avant de pouvoir faire toute démarche, c'est de réunir les pièces nécessaires à leur dépôt de plainte, donc les certificats médicaux, ainsi que tous les documents administratifs, parce qu'une fois qu'on est parti du domicile pour faire les démarches, on n'est pas certain d'y retourner. Donc il faut avoir le livret de famille, l'avis d'imposition, etc. pour pouvoir faire les démarches et obtenir éventuellement donc l'aide juridictionnelle, qui est souvent le cas dans les dossiers de violences conjugales. Ensuite, ce que je dirais, c'est également de prendre contact avec les services dédiés à l'assistance et à la défense, voire même à l'orientation des victimes de violences conjugales. Sur Nice, il y a un certain nombre d'associations, il y a un service de mairie, il y a une ligne verte avec le 3919. À mon avis, il y a vraiment des moyens, un panel d'associations qui sont là pour aider les victimes de violences et qui ensuite les orienteront sur les intervenants compétents, parce qu'elles sont là aussi pour aider par exemple au relogement temporaire, elles sont là pour aider dans les démarches administratives, ce qui n'est pas le rôle premier de l'avocat. Donc renseignez-vous non seulement auprès des avocats, mais aussi des médecins, des associations, etc., de la police, dans ce type de cas, pour venir en aide à toute personne subissant ces violences absolument intolérables. C'est le mot de la fin. Merci Maître Giraudot. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro d'À votre avis Maître sur Azure TV. À très bientôt.